Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Alors le Cap Sizun, c'est un secteur très touristique en Bretagne, mais pour autant, c'est un secteur qui reste très riche d'un point de vue biodiversité. On est dans des milieux ouverts, il y a des landes, des zones de falaises, des milieux un peu plus ouverts, des haies, des prairies. Et donc on va retrouver tout le cortège des milieux ouverts qui est dominé par la fauvette grisette, la linotte mélodieuse, le tarier pâtre. On va retrouver de la fauvette pitchou qui niche dans les landes. Donc, qui est vraiment une petite fauvette qui se cache dans les zones très denses. Plus surprenant, on va retrouver une population de crabe à bec rouge. D'habitude, c'est plutôt une espèce qu'on associe aux montagnes. Mais là, elle s'est tirée profit des falaises atlantiques pour s'installer. C'est un corvidé avec le bec rouge, comme son nom l'indique. Donc on est dans un secteur qui est très riche aussi bien en reproduction qu'en période de migration. Quand on est ici en automne, au mois d'octobre, au mois de septembre, il y a plein de passereaux qui migrent vers l'ouest et qui s'élancent au-dessus de la mer. Donc on peut avoir des journées avec des dizaines de milliers de pinsons qui défilent dans le ciel. Et ça crée une ambiance où le ciel est complètement rempli de cris de vol. À la parabole, on n'entend que ça dans les oreilles. Une ambiance assez magique. Une espèce que j'ai pas mal détectée ici ces dernières années à la parabole, par exemple, c'est le bruant nain, qui est une espèce rare qui arrive du nord de l'Europe, Scandinavie, voire Russie. Et c'est extrêmement difficile à l'oreille de l'identifier parce que le cri ressemble beaucoup à celui d'une espèce qui est très commune, qui est celui de la grive musicienne. Mais dès qu'on prête attention aux détails les plus subtils, dès qu'on commence à regarder les cris de plus près, on détecte cette espèce qui est rare et qui passe ici chaque automne. Pour la plupart des ornithologues, ce qui compte, c'est de voir l'espèce, c'est d'avoir le contact visuel de l'espèce. Et moi, parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand je vois une espèce, mais qu'elle est silencieuse, je ressens une certaine forme de frustration. Par exemple, si je vois un butor étoilé mais que je ne l'entends pas chanter, pour moi l'expérience du butor étoilé, c'est pas juste voir le butor, qui est quand même un oiseau magnifique, assez impressionnant de par son camouflage, mais son chant, qui est une sorte de mugissement qui porte à des kilomètres dans la nuit, c'est une expérience qui est tout autre. Donc est-ce que j'aurais pleinement vécu l'expérience du butor si je ne l'avais que vu et jamais entendu ? Je ne pense pas. Pour moi, l'écoute du butor, c'est peut-être plus, ça me parle encore plus que le fait de le voir. Donc j'ai une sorte de logique inversée par rapport à pas mal d'ornithologues. Dans cette deuxième partie, l'audio-naturaliste Stanislas Wroza étudie les oiseaux non seulement dans le Finistère, mais aussi sous d'autres contrées lointaines, entre la Sibérie, le Québec et l'Islande. Il évoque alors ses souvenirs les plus impressionnants, ses écoutes scientifiques des oiseaux qui l'ont marqué pour toujours. Stanislas et les oiseaux du monde. Là, on est sur la pointe devant une colonie de mouettes tridactyles. Donc on entend l'incessant kittiwake qui a donné son nom anglais à cette espèce. Donc la colonie s'agite. On a une période de l'année où il y a des poussins, il faut les nourrir. Et donc elles n'arrêtent pas de faire des orbes sous mes yeux pendant que j'enregistre leur chant. Quelques goélands argentés qui survolent les nids des mouettes tridactyles et ça crée un petit peu d'agitation.
c'est le bon moment pour faire des enregistrements. Bien sûr, il y a une approche sensible, hein. Ce qui est particulièrement plaisant dans le son, c'est pas seulement de pouvoir identifier les espèces, mais c'est aussi de se laisser bercer par toute cette énergie que dégage le vivant. Là, il y a tout qui se mélange, hein. Il y a les cormorans huppés, les goélands, les mouettes, quelques fulmars même, qui nichent sur un espace assez restreint. Donc ça crée une sorte de colocation en agitation permanente. Le pipi de Farlouz qui est en train de parader là et qui nous montre qu'on a tout le comportement qui est aussi associé au son et au chant, parce qu'on entend son chant qui s'accélère, mais on a la parade, c'est-à-dire le fait qu'il s'élance dans les airs d'un seul coup et puis qu'il retombe ce qu'on appelle en parachute, avec les ailes étendues comme un parachute progressivement et qui redescend doucement tout en continuant à chanter. Donc il y a vraiment le signal visuel, le comportement qui est associé au chant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on recherche particulièrement. Et donc la prise de son, c'est pas tellement que c'est une activité solitaire, parce que c'est très important au contraire d'échanger en communauté, de partager, de comparer nos différents enregistrements, la façon dont on les interprète. Mais par contre, c'est une activité du silence, ça c'est certain. C'est-à-dire c'est quand on est sur le terrain face aux oiseaux, d'un seul coup, on se tait, on laisse la part complète au son du vivant et donc l'anthropophonie qu'on dégage, c'est-à-dire les bruits qui sont liés à nos pas, à nos bavardages, doivent complètement se taire et laisser la place à la biophonie. Je marche dans de la lande où j'ai caché mon micro, entre les bruyères et les ajoncs. Ça pourrait surprendre de laisser des micros ici, puisqu'a priori il n'y a pas grand chose vu le type de végétation. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est l'activité nocturne. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer de nuit dans ces zones rases, sur les pointes. Alors là, il est protégé avec un filet de camouflage, ça permet de le rendre un petit peu plus discret. Et si on ouvre ce filet de camouflage, ce qu'on va avoir, c'est deux composantes, un micro et puis un petit enregistreur qui est caché dedans, avec une boîte pour protéger de l'humidité. Donc là on voit les micros sur la plaque de plexi qui vont permettre de capter les sons en direction du ciel, et dans la boîte un enregistreur avec des piles qui vont nous permettre de mettre tout ça sur une carte SD. Ce que j'aime beaucoup dans le piège à son, c'est que c'est une sorte de don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que j'étais au Québec ces dernières semaines et pourtant j'avais quand même une oreille ici qui continuait à capter l'activité du Cap. Et on ne sait jamais ce qui est passé, c'est vraiment une surprise à l'infini. Et on rentre dans l'intimité des oiseaux, puisque parfois ils peuvent venir vraiment très près, encore plus près quand on est présent sur place, il n'y a absolument aucun dérangement. Il y a une patience du micro qui est aussi inégalée par rapport à celle de l'homme, hein. Ça peut enregistrer pendant des dizaines d'heures, ça n'a pas froid, ça n'a pas sommeil. Donc ça nous permet de capter l'activité au cœur de la nuit. Et voilà, je vais le récupérer complètement. Et on verra ce que ça nous réserve. Retour à la maison, alors je vais décrypter ce qu'on a sur les enregistreurs qu'on a récupérés tout à l'heure.
Donc la première étape, c'est que je récupère la carte mémoire, je la mets sur mon ordinateur et là, je vais ouvrir ce qu'on appelle le sonagramme. Maintenant, on a des outils de plus en plus performants pour ça. Alors, soit on déroule le sonagramme à la main et ça va quand même beaucoup plus vite que d'écouter parce qu'on peut regarder des pans de 10 minutes d'un seul coup et voir si on a des sons dessus. Et c'est de l'intelligence artificielle, donc ça a été entraîné sur des jeux d'oiseaux d'Europe et ça va nous permettre de voir s'il y a des détections qui correspondent aux bases de données de référence. Alors c'est pas fiable à 100%, mais c'est quand même bien pratique pour décortiquer des sons de longue durée. Et là, comme c'est le cas, je vais lancer ça. Et on va voir ce que ça nous réserve. Bah tiens, ça c'est sympa, ça c'est le puffin des Anglais. Puffin des Anglais, c'est un oiseau qui vit en haute mer et qui, à la nuit tombée, va venir se rapprocher des terres où il niche. Là, en l'occurrence, il niche pas sur le cap, mais c'est un endroit où il vient régulièrement chanter pour trouver des partenaires notamment et pour explorer de nouveaux territoires. Donc c'est pas la première fois, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir du puffin des Anglais qui vient chanter au-dessus de mes micros. C'est un son qui est pratiquement inquiétant parce que si on entend ça la nuit, on se demande un peu ce qui se passe. Ça fait un peu des voix humaines, des voix de bébés. Il y a pas mal de cultures ancestrales dans lesquelles les puffins étaient associés à des démons parce que quand on entendait ça sur des îles en pleine mer, en plein milieu de la nuit, on se demandait ce qui se passe. On pensait que ces îles étaient hantées. Donc on a ces sons qui sont assez flippants, hein, vraiment, qui viennent animer l'ambiance nocturne du Cap. Là, c'est assez marrant parce qu'on a de l'engoulevent d'Europe, qui est un oiseau crépusculaire et nocturne qui chasse des insectes. Donc pas du tout un oiseau marin, mais un oiseau qui vole dans le ciel nocturne également. Et on voit qu'on a les deux en fait qui passent sur les mêmes laps de temps. Donc c'est un mélange assez improbable d'avoir de l'engoulevent et du puffin des Anglais. On a du mal à imaginer cette scène quand on se rend sur place en pleine journée. Moi, j'ai jamais vu les deux voler ensemble en pleine journée à cet endroit-là. Et pourtant, la nuit, sur les micros, c'est assez fréquent d'avoir des interactions entre ces deux espèces qui semblent pourtant très éloignées par leur mode de vie. Donc là, sur l'engoulevent, on a les différents types de vocalisation. On a le chant qui ressemble en gros à un moteur de moto qui passe au loin. C'est assez particulier, une sorte de ronronnement mécanique qui peut parfois accélérer. Et puis on a aussi des cris de vol. Donc les oiseaux interagissent, crient quand ils sont en vol et ça fait des cris beaucoup plus courts, des notes beaucoup plus simples que ces ronronnements mécaniques. Et là on a la combinaison des deux. L'avantage du son, c'est la patience des micros, c'est-à-dire que la nuit, moi je serais épuisé si jamais je devais attendre des heures et des heures de voir ce qui se passe, et on découvre des comportements qu'on n'observe pas du tout en journée et qu'on aurait beaucoup de mal à détecter avec notre seule oreille si jamais on allait dormir ou bivouaquer sur place. Alors on va continuer à faire défiler le sonagramme pour voir ce qui est passé pendant la nuit. Donc là il y a encore de l'engoulevent d'Europe. Plus de 5000 contacts d'engoulevent sur la nuit, hein, quand même. C'est impressionnant là. Ah, et ça c'est quoi? Ah, c'est de la caille des blés. Ah, chouette. Alors la caille des blés, c'est une nouvelle espèce pour moi sur ce site. Donc particulièrement satisfaisant de la voir. C'est un migrateur nocturne, hein, c'est une espèce qui chante dans le ciel au moment où elle migre la nuit. Et donc on a du mal à imaginer une caille des blés qui longe les côtes du Finistère et qui survole la mer. Mais c'est bien ce qui s'est passé cette nuit là du 15 mai.
Donc ouais, très cool la caille des blés. Elle nous fait un chant là, des huit 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 assez caractéristiques. Il y a aucun doute, c'est bien cette espèce-là. Alors quand on enregistre, on a assez rapidement l'envie de voyager et de découvrir de nouveaux paysages sonores, de nouvelles espèces. Donc il y a une sorte de désir irrésistible d'aller voir un peu ailleurs et de se familiariser avec des espèces qui chez nous sont plus occasionnelles. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages. Un des plus mémorables que j'ai, c'est le voyage en Sibérie. Et quand on arrive en Sibérie, on a intérêt à être bien préparé, hein, parce que on imagine bien que c'est pas du tout les mêmes espèces qu'en France. Donc j'avais passé quand même plusieurs mois tous les soirs à réviser les différentes espèces de Sibérie pour, une fois arrivé sur le terrain, me dire je suis à l'aise. Donc il y a des espèces pour lesquelles j'avais des enregistrements en ligne qui étaient disponibles. Il y a des espèces qui étaient nettement moins bien documentées, parce que dans cette partie du monde, il n'y a quand même pas grand monde qui a fait des enregistrements. Donc c'était tout le challenge et tout ce qui était stimulant pour moi aussi de se dire on va aller enregistrer des espèces qui n'ont pas beaucoup été enregistrées sur Terre tout court. Donc arrivé en Sibérie, nuit en bivouac, sous tente. Et je me souviens de la première nuit, alors j'étais tout excité d'être en Sibérie, donc très difficile de dormir. Donc, à 4 heures du matin, j'avais déjà le sommeil très léger. Et d'un seul coup, un son vraiment unique, une sorte de sifflement très mélodieux qui me réveille. Et à travers les parois de ma tente, j'entends ce son qui se répète et qui est presque obsédant. Et donc je sors de la tente et j'avance vers la source de ce son. Et c'est le chant de la griffe dorée. Un chant qui est radicalement différent de tout ce qu'on peut entendre en Europe ou sous nos latitudes. Je pense que n'importe qui serait capable d'entendre une griffe dorée, serait capable de reconnaître une griffe dorée une fois qu'on a entendu son chant. C'est tellement singulier, c'est tellement mythique, envoûtant. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui surplombe la forêt et qui dégage une atmosphère très singulière. Et donc l'un des premiers enregistrements que j'ai réalisé, c'est cette griffe dorée. Donc on est en pleine taïga sibérienne. On dort dans la forêt, une forêt qui est sauvage, qui est dense. Et cet oiseau, c'est vraiment le fantôme des forêts. C'est un oiseau qui est extrêmement difficile à voir, mais par contre son chant domine complètement tout le reste dans la forêt. Et donc je réveille mes collègues, il y a une griffe dorée qui chante. Alors évidemment tout le monde est très excité à l'idée de se dire on va avoir des superbes observations de griffe dorée. Donc on avance vers la griffe dorée, on la localise assez facilement. Bon, on voit dans quel arbre elle est. Et on reste 10, 15, 30 minutes devant l'arbre, on tourne autour de l'arbre, impossible de la voir. Donc son chant la trahit, son plumage est pourtant spectaculaire, hein, griffe dorée, elle porte vraiment son nom, c'est des écailles dorées qui parcourent tout son corps, mais tellement discrète qu'elle est impossible à voir. Pour moi, c'était le paradis, parce que je faisais des super sons. Pour mes collègues de voyage qui étaient beaucoup plus sur une approche visuelle, je pense que ça s'apparentait un peu plus à l'enfer parce qu'ils avaient un truc qui chantait de toute puissance sous leurs yeux, mais ils n'arrivaient absolument pas à mettre leurs jumelles dessus. Et je pense que le clou du spectacle, c'est le moment où d'un seul coup, elle a arrêté de chanter. Donc là, on se dit, ah, il se passe quelque chose. On observe, on voit rien, strictement rien. Bon, elle a arrêté de chanter, tant pis, c'est fini. Et rien, hein, on regarde cet arbre, tout le monde a encerclé l'arbre, on a vraiment triangulé le son, on sait très précisément d'où il vient.
Et d'un seul coup, on réentend ce chant, sauf qu'il vient plus du même endroit, il vient de derrière nous. Donc la griffe dorée, d'une façon complètement inexplicable, avait réussi à passer d'un arbre à l'autre, en ayant complètement échappé à nos regards, à plusieurs observateurs. Et on réentend ce chant envoûtant, donc c'était vraiment très agaçant pour nous d'avoir cette griffe qui nous nargue avec un chant qui est incroyable et en même temps absolument impossible de mettre les yeux dessus. La diversité des sons d'oiseaux est totalement époustouflante parce qu'on va avoir des sons qui s'apparentent à des grognements, qui sont des sons extrêmement graves. On va avoir des sons qui sont à la limite de la perception de l'oreille humaine. On a un gobe-mouche en Corse, le gobe-mouche tyrrhénien, qui chante à 18 kHz. Alors 18 kHz, c'est la limite de la perception humaine, donc les personnes les plus âgées ne l'entendent plus. On est à la limite des ultrasons. C'est un chant qui est ultra rapide, ultra complexe. Et on a des choses qui sont des sons, mais qui ne sont pas des chants ou des cris, qui sont d'autres formes de manifestations sonores. Je pense par exemple au tambourinage des pics. Les pics, avec leur bec, ils font rentrer en résonance l'écorce des arbres, ça fait des tambourinages qui leur permettent de communiquer, qui ont une fonction de marquage de territoire, qui ont une fonction très proche de celle d'un chant, mais c'est quelque chose qui n'est pas produit par l'intérieur de l'oiseau, par les organes vocaux de l'oiseau, c'est un son non vocal. Un autre son qui est assez impressionnant, c'est celui de la bécassine des marais quand elle parade. La bécassine des marais, elle est capable de chanter, elle fait des sons avec sa voix, mais elle va monter dans le ciel et redescendre, elle va faire trembler les plumes de sa queue, ce qu'on appelle les rectrices, et ça fait un sifflement qui fait partie du chant. Donc l'oiseau fait trembler les plumes de son corps pour créer des sifflements qui font partie intégrante de son chant. C'est une autre forme de manifestation sonore non vocale qui s'apparente à un chant. Je suis dans une situation d'émerveillement permanent quand j'enregistre, effectivement. Tout me semble fascinant et bon, je pense que c'est ça aussi qui rend la pratique de l'enregistrement et de l'ornithologie particulièrement attrayant, c'est que on découvre tout le temps de nouvelles choses, on est tout le temps émerveillé et ça se voit avec n'importe qui. Hein. Vous regardez quelqu'un qui relâche un oiseau qui s'envole, n'importe quel cœur, n'importe quelle culture, n'importe quelle tradition, ça génère systématiquement un sourire, une forme d'émerveillement. Un émerveillement devant les oiseaux et devant les chants d'oiseaux qui est naturel chez l'homme, universel. L'ambiance de la forêt sibérienne, c'est quand même quelque chose de très singulier parce que on marche, mais on ne sait jamais ce qu'il y a, quoi. C'est dense. D'un seul coup, il y a un rossignol bleu qui va sortir, qui va chanter. Mais on se dit, si ça se trouve derrière les buissons, il y a aussi un ours qui peut sortir. J'en sais rien, ça peut arriver. Hein. Il y a une telle richesse. Et du coup, je suis à la fois captivé par tous les sons qui parviennent à mes oreilles et puis également quand même aussi sur mes gardes. Je me dis, je vais pas trop m'éloigner de mes collègues. On sait jamais si je me retrouve nez à nez à un ours, comment je vais réagir avec la parabole. Au Québec, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le groupe des parulines. Alors les parulines, c'est des petits oiseaux, souvent insectivores, souvent forestiers, et surtout très colorés. Donc on a des jaunes, des bleus, des noirs et blanches, des azurés, des vertes, enfin c'est vraiment un mélange de couleurs qui régale les yeux. Et donc on est effectivement dans une situation qui est entre le bonheur absolu du preneur de son et le cauchemar total, puisqu'on a plein de cris qui se ressemblent et qu'on va avoir beaucoup de mal à identifier, et sur lesquels on va passer beaucoup de temps au retour. Mais bon, j'essayais de capter un maximum d'informations sur le terrain, j'essayais de les avoir de plus en plus dans l'oreille,
Et donc j'en garde quand même un très bon souvenir de ces bombardements de cris de paruline qui viennent complètement défier nos capacités de concentration et d'analyse, tellement il peut y avoir parfois des profusions de chants et de cris qui viennent de partout. C'est un groupe qu'on n'a pas du tout en Europe, ou en tout cas qu'on rêve de trouver en Europe, parce que c'est des oiseaux américains super rares, et quand ça s'égare chez nous, ça attire des centaines d'ornithologues. Sauf que là-bas, c'est des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de parulines certains jours. Et donc, ce que j'attendais avec impatience, c'était d'être confronté à ces grandes migrations de parulines. Donc j'ai le souvenir de blocages météorologiques où les oiseaux essayent de migrer et se retrouvent sous de la pluie, sous du froid, concentrés en grand nombre. Et il y a des parulines partout. On roule sur la route, il y a des parulines, il faut ralentir tellement il y en a sur la route. Et ça fait des cris qui sont extrêmement compliqués à identifier parce qu'il y a une vingtaine d'espèces qui ont des cris très proches. Il faut aller voir très finement au sonagramme. Donc moi, j'essaye de me familiariser un petit peu avec ces différentes vocalisations, j'essaye de percevoir toutes les subtilités et je fais plein d'enregistrements en me disant je regarderai ça de toute façon aussi sur mon ordinateur en rentrant pour creuser un peu plus. Donc il y a une sorte d'excitation permanente où on enregistre mais sans compter et sans mesure, quoi. Plein de cris, tous identiques, et je me dis mais non, je me fais mes bases de données, je vais quand même regarder ça plus tard. Donc j'enregistre de manière complètement déraisonnée et je rentre chez moi et sur ma parabole j'ai 2000 enregistrements et en plus de ça il y a tous les micros que j'ai laissés tourner pendant la nuit. J'ouvre un micro au hasard, je regarde et je vois que la nuit ça passe non-stop, une profusion de grivettes, de parulines, de bruants, de toutes les espèces qui nous font un peu rêver en Europe. Donc le souvenir que j'ai du Québec, c'est vraiment... J'étais tellement à fond dans mon optique d'enregistrer que j'ai pris des quantités complètement déraisonnables de sons et je me retrouve maintenant avec des disques durs dont je ne sais pas encore ce que je vais faire le temps que je traite tout ça. Et au Québec, aussi une expérience marquante avec toujours une grive. Cette fois-ci, c'est pas la grive dorée de Sibérie, c'est la grive solitaire. Un chant aussi très mélancolique qui perce la forêt au crépuscule, au moment où tout se calme. On a un son très mélancolique qui sort des forêts canadiennes le soir. Et qui est assez marquant émotionnellement parce que ça fait ressortir plein de sons différents de manière simultanée et on est admiratif devant la complexité du chant de cette grive solitaire. Dans un paysage sonore, ce qui peut être marquant, c'est les vocalisations des oiseaux, les différents sons. Ça peut être aussi le silence qui est marquant. Et en Islande, c'est vraiment ça qui m'a marqué lors de mon séjour. C'est qu'on est dans la toundra arctique et il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas de bruit d'avion. Là-bas, on est vraiment dans le silence total par endroits. Et donc là, soirée dans le sud de l'Islande, bord de plan d'eau. Et d'un seul coup, il y a une rupture mais extrêmement puissante du silence avec un chant qui dégage une énergie assez dingue. C'est 2 plongeons catamarans de plongeons qui commencent à chanter. Et alors le chant du plongeon, c'est une sorte de sifflement plaintif qui vient vraiment déchirer l'horizon sonore au loin. Et donc on a ce couple qui commence à chanter, qui monte en intensité. Ça monte tellement en intensité que ça fait réagir tous les autres voisins dans la région. Et d'un seul coup, toute l'atmosphère du paysage islandais se remplit de chants de plongeons catamarans.
On passe du silence complet à une sorte d'agitation extrêmement forte qui est vraiment saisissante quand on est sur place. Là, c'est à nouveau quelque chose qu'on ressent pas seulement à travers ses oreilles, mais c'est vraiment la poitrine qui rentre en résonance au moment où tous ces plongeons commencent à chanter. Les autres couples de plongeons vont réagir avec des cris plus râpeux, des cris d'alarme. Il y a même un couple qui vient passer en vol en criant, voir ce qui se passe. Et moi, je suis là en train d'enregistrer, j'immortalise cette séquence que je garde encore dans ma mémoire et qui est, je pense, l'une des séquences les plus fortes que j'ai jamais enregistrées. Ce qui est intéressant dans l'acoustique, c'est qu'en fait, tout le monde peut en faire. Il suffit d'avoir une paire d'oreilles. Vous enregistrez pas, peu importe. Écouter, c'est vraiment à la portée de tous. On est dans des sociétés qui nous encouragent beaucoup à parler, à faire du bruit, à générer du bruit. On est dans une sorte de bruit permanent. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se recentre sur l'écoute, qu'on réapprenne à écouter, à savourer aussi ce qu'est le silence. Et ça, la pratique de l'ornithologie, le terrain naturaliste, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous reconcentrer sur ce qui nous entoure, qui permet de faire abstraction de toute l'agitation et de tout le bruit permanent qui est lié à l'anthropophonie. Il y a une forme de recentrage, reconcentration qui s'apparente presque à de la méditation, qui est liée à la pratique de l'écoute. Donc si je devrais faire une recommandation finale, c'est vraiment d'apprendre à réouvrir ses oreilles, à réécouter tous les détails qui sont tellement omniprésents dans notre vie qu'on a tendance à complètement les oublier. Enfin, tous ces oiseaux que vous entendez autour de chez vous mais que vous n'écoutez même plus tellement ils sont noyés dans l'ambiance sonore globale. Je suis très heureux de ma pratique de l'acoustique. Depuis que j'ai pris le virus de l'acoustique, je ne l'ai jamais perdu. Donc je pense que ça m'accompagnera tout au long de ma vie et c'est clairement quelque chose qui est un des fils conducteurs dans ma façon d'être. Stanislas est de bons conseils. Au-delà de la science, il nous invite à l'écoute des êtres vivants qui sont là, qui nous entourent et que nous ignorons. Une autre dimension par l'écoute des sons de la nature, par une approche auditive et sensible. Pour sa part, sa vie est enrichie par la poésie sonore des oiseaux du monde, d'ici ou d'ailleurs. Merci sincèrement à Stanislas Wroza pour sa participation, ses enregistrements d'oiseaux et pour nous avoir accompagnés sur le terrain. Merci à Yann Sistak pour son aide multiple. Une réalisation de Laurent Sistak avec la voix de Zora Descrivelles, la musique d'O2 Network. Une production La Belle Échappée sonore et visuelle.